Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ce cycle de conférences Lavaux au chapitre pour donc effectivement cette dernière conférence de l'année avec Jean-Michel Guénassien. Merci beaucoup d'être là. On discutait juste avant de rentrer dans la salle, je lui demandais où il en était du succès du club des incorrigibles optimistes. Je pense qu'il doit forcément y en avoir beaucoup dans la salle qui l'ont lu, puisqu'il est à au moins 800 000 exemplaires en France. Donc, qui a lu le club des incorrigibles optimistes? Il doit y avoir du monde quand même, statistiquement. Voilà, on est dans les statistiques, très bien. Est-ce que certains ont lu ce livre dont on va parler, La valse des arbres et du ciel? Il y en a déjà qui l'ont lu? Ah oui, bah, vous voyez, il y a des fidèles déjà. Donc on va parler de cette histoire donc, de Vincent Van Gogh, mais, enfin de Vincent même, on va expliquer pourquoi dans un instant. Rapidement, pour vous situer le livre, on est à Auvers-sur-Oise, au printemps 1890. Vincent Van Gogh arrive donc dans cette petite commune paysanne en provenance de Saint-Rémy-de-Provence pour se faire soigner, à la demande notamment de Pissarro, sur les conseils de son frère Théo. Il vient se faire soigner par le fameux docteur Gachet, puisque Vincent Van Gogh souffrirait d'instabilité mentale. Ce docteur Gachet qui a été connu pour avoir été l'ami des impressionnistes, mais vous allez le voir au fur et à mesure de cette conférence, le portrait qu'en fait Jean-Michel Guénassien n'est pas tout à fait celui d'un ami fidèle de ces peintres. Le docteur Gachet, il a une fille, elle a 19 ans, elle s'appelle Marguerite. C'est une jeune fille qui rêve d'évasion dans cette société patriarcale dont on va reparler d'ailleurs, où elle étouffe. Et c'est elle, justement, la narratrice du livre. Jean-Michel Guénassien s'est mis dans sa peau. Elle écrit donc en 1949, 40 ans donc après les faits. Elle va nous raconter comment elle est tombée amoureuse d'abord de la peinture de Vincent Van Gogh et puis ensuite de l'artiste lui-même qui a 37 ans à l'époque, le double de son âge. Voilà pour les deux personnages principaux. Et on assiste là, donc, et c'est ça qui est intéressant, aux 2 derniers mois de la vie de Vincent Van Gogh. Et puis, ce qui est intéressant, on va y revenir aussi, c'est que ce récit il est entrecoupé d'extraits d'articles de presse qui nous replongent dans cette époque, et puis d'extraits aussi de la correspondance de Vincent à son frère ou à Paul Gauguin, par exemple. Si je l'appelle Vincent, c'est non pas que je l'ai connu, mais vous comprendrez mieux pourquoi dans un instant. Et puis ce livre, c'est aussi une critique de la condition féminine de cette fin de siècle, du dédain dont les impressionnistes ont été les victimes, de l'antisémitisme aussi de nombreux artistes. Bref, c'est l'histoire d'une époque, l'histoire d'une idylle, l'histoire d'un artiste qui, vous allez le comprendre, était un travailleur acharné qui peignait du matin au soir. Un livre aussi qui pose des questions sur les conditions de la mort de Van Gogh. On va y revenir bien sûr, puisqu'elle est remise en cause dans ce livre comme elle l'a été déjà dans les précédents. Et puis des questions aussi sur la présence de faux tableaux de Van Gogh dans certains des plus grands musées du monde aujourd'hui. On va commencer justement par le commencement, c'est-à-dire comment ce livre, cette histoire en tout cas, est venue à vous. C'est justement sur cette thèse du suicide de Vincent Van Gogh que tout est parti, puisque vous avez lu un jour un article qui vous est apparu dans un magazine que vous n'avez pas l'habitude de lire, il se trouve que c'est Vanity Fair, et vous avez lu donc un livre qui remettait en cause la thèse du suicide de Van Gogh. Oui, c'est un article de 2 historiens américains, Gregory White-Smith et Stephen Naifeh, qui sont 2 professeurs d'histoire de l'art, qui ont écrit une monumentale biographie de Van Gogh, qui est parue en France chez Flammarion et que je recommande à tout le monde. Et ils présentent, alors c'est une biographie à l'américaine qui fait 1000 pages environ et 200 pages de références, où chaque fait renvoie précisément à une note, à un document. Et ce qui change pour ces 2 historiens par rapport à tous ceux qui ont écrit sur Van Gogh, c'est qu'ils ont fait des recherches, alors que la plupart du temps, les historiens, surtout sur Van Gogh, sont des historiens en chambre, c'est-à-dire qu'ils prennent 20 ouvrages et ils en écrivent un 21e, alors qu'eux sont allés faire des recherches, notamment à l'Institut Van Gogh, à la Fondation Van Gogh à Amsterdam. Ils ont découvert des choses que personne d'autre avant eux n'avait trouvées sur Van Gogh. Donc ça a nourri leur livre. Donc il y a plusieurs apports historiographiques majeurs de Naifeh et Smith. Alors il faut juste une parenthèse, il y en a un qui était professeur à Stanford qui est décédé il y a quelques mois, et White-Smith est professeur à Harvard. Ils ont eu pour leur précédente biographie de Jackson Pollock le prix Pulitzer. C'est pas des chercheurs, c'est pas des gens
qui font des et vous mettant, voilà, vous soulignez leur sérieux. C'est vraiment plutôt du lourd. Ouais. Et donc, ce qui a marqué sur cette biographie, c'est qu'il conteste fortement la thèse du suicide de Van Gogh. Et c'est ce dont parle cet article que vous lisez. Voilà, c'est pas une nouveauté parce qu'elle a été contestée dès le début du XXe siècle. Oui. Plein de gens se sont étonnés des conditions du décès de Van Gogh. Mais la thèse opposée, sur laquelle on pourra revenir parce qu'elle est son élaboration a été très intéressante. La thèse opposée, c'est-à-dire le suicidé de la société, l'artiste maudit, l'a emporté et elle plaisait beaucoup. C'était une vision plus romanesque, plus romantique. Mais depuis le début du XXe siècle, il y a plein de gens qui ont contesté ce suicide. Et lorsqu'on l'examine un tout petit peu attentivement, sans passion, avec uniquement des faits... À la manière des experts, on va dire. À la manière des experts, tout à fait, éventuellement, c'est invraisemblable. La thèse du suicide est totalement invraisemblable. Voilà. Donc c'est ça qui m'a, au départ, intéressé. Alors, racontez-nous ces faits, justement, qui font que le suicide ne tient pas la route. Alors... plusieurs choses. D'abord, la première chose que j'ai faite quand j'ai lu cet article et ce livre, je suis allé lire la correspondance de Van Gogh sur les 2 derniers mois. Et ça, tout le monde peut le faire. Elle est accessible sur Internet en 3 clics. Et tout le monde peut lire la correspondance des 2 derniers mois. Il n'y a pas toute la correspondance, parce que c'est lourd à lire, mais les 2 derniers mois, il y a 18 lettres entre Théo et son frère, et d'autres lettres qu'il écrit notamment à Gauguin ou à sa mère. Et Van Gogh ne m'a pas du tout donné l'impression de quelqu'un de déprimé. C'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, plutôt plein d'espoir, très heureux de vivre, qui apprécie énormément de ne plus être malade et de ne plus avoir les crises qu'il avait en Provence, à Saint-Rémy, et qui fourmille de projets. Il a des projets d'exposition, qui doivent se faire d'ici la fin de l'année 1890. Il a le projet de retrouver Gauguin, qui se trouve au Guilvinec, dès le mois de septembre, et d'aller faire des marines avec lui. Il meurt en juillet. Et il va mourir fin juillet. Et pour lui, en plus, Gauguin c'est vraiment quelqu'un de très très important dans sa vie. Qui étaient un peu brouillés et fâchés. Ils se sont réécrits des lettres très très longues tous les deux. Ils s'admirent mutuellement énormément. Et donc il a envie de retrouver Gauguin. Donc un homme très positif. Un homme très positif. Alors les invraisemblances du suicide, il y en a plusieurs. La première, par exemple, on n'a jamais pu établir comment Van Gogh se serait procuré l'arme. Parce qu'il faut avoir un revolver. Donc il est mort avec une balle dans le ventre. En se tirant une balle dans le bas du ventre. Et on n'a jamais pu établir l'origine de cette arme. Alors longtemps, on a dit que qu'il l'avait pris chez l'aubergiste, Ravoux. Lui-même, Ravoux a dit « mais non, j'avais pas d'arme, donc il n'a pas pu la prendre chez moi ». Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1890, toutes les armes, toutes les munitions sont à poudre noire. Et il faudra attendre 1913 pour avoir un autre système de munitions, plus efficace malheureusement. Et quand la munition est percutée, elle vaporise de la poudre sur les mains, sur les vêtements. Rappelez-vous, en 1870, pendant la Commune, lorsque les Versaillais attrapaient des gens qui avaient les mains noires, ils les fusillaient. Et donc, si Van Gogh s'était suicidé avec le revolver, il aurait obligatoirement eu de la poudre noire sur les mains et sur sa chemise. Il n'y avait pas de poudre noire, déjà. Donc, pour qu'il n'y ait pas de poudre noire, tous les experts soutiennent que l'arme était à au moins 60 cm. Parce que si elle est à moins de 60 cm, il y a une vaporisation. S'il se tire à bout portant, il y a un feu à l'extrémité du canon qui est à 1200 degrés, qui va faire une auréole noire sur la peau,
et une blessure assez marquée. Et la blessure de Van Gogh était quasiment imperceptible, de la taille d'un demi-ongle, et il n'y avait pas d'auréole du tout. Donc, au niveau technique, déjà, ça paraît impossible. Et lorsque les gendarmes arrivent, parce qu'en 1890, ils viennent pour mettre une amende à Van Gogh, parce que le suicide est un délit. Et la première chose que leur dit Van Gogh, c'est « N'accusez personne de ma mort, c'est moi-même qui me suis blessé ». Ce qui est assez ambigu. Les gendarmes vont à l'endroit que Van Gogh leur indique et ils ne trouveront ni son chevalet de campagne sur lequel qu'il avait utilisé ce dimanche-là. Pas l'arme, évidemment. Pas l'arme, ouais. Qu'on n'a jamais retrouvé, ni le tableau sur lequel il travaillait, ni sa besace. Dont il ne se séparait jamais. Il ne se séparait jamais. Donc, ils cherchent et on ne les a, à ce jour, jamais retrouvés. On n'a jamais retrouvé le tableau sur lequel il était en train de travailler. Et déjà ça, c'est surprenant, parce que le dimanche 25 juillet, il serait, je dis ça au conditionnel, parti de l'auberge Ravoux avec son revolver pour se suicider, un chevalet de campagne, une toile, comme il le faisait tous les jours pour peindre. Et donc il va peindre une dernière toile et se suicider, ce qui paraît un peu compliqué à admettre. Et surtout, lorsqu'on lit vraiment un peu la correspondance de Van Gogh, on se rend compte que c'est un fou de peinture. Ce type a consacré les 10 ans de sa vie. Il a commencé à peindre à l'âge de 27 ans. Donc de 27 à 37 ans, il s'est consacré complètement corps et âme à la peinture. Il a eu beaucoup de mal, parce qu'au départ, il peint très médiocrement. Ses premiers tableaux sont mauvais, ne sont pas très bons. Et petit à petit, il va trouver sa voie. Et c'est quelqu'un qui va peindre grâce à l'apport de son frère. Théo est complètement convaincu, son cadet de 3 ans, est complètement convaincu du génie de son frère et le soutient financièrement avec une petite pension mensuelle. Van Gogh est un fou de peinture, c'est-à-dire qu'il sacrifie toute sa vie. Lorsque Théo lui dira dans une lettre « Écoute, je viens d'avoir un enfant, c'est formidable, tu pourrais te marier, fonder une famille », il lui répond « Je veux absolument pas, je préfère me consacrer exclusivement à la peinture ». Et c'est son obsession. C'est même pas un centre d'intérêt, c'est une obsession. Il ne parle que de peinture, de peintre, de ses recherches, de ce que font les autres peintres qui l'ont précédé. Ce n'est pas un impressionniste, mais il les connaît tous, enfin il en connaît un certain nombre. Tous le reconnaissent d'ailleurs comme un immense peintre. Ouais. Il a 20 ans de moins que toute la génération des grands impressionnistes. Alors quand il arrive à Auvers-sur-Oise, là, juste pendant ces 2 mois, juste un chiffre, il peint combien de toiles là, entre les chiffres, à une époque, il y en avait 88. Aujourd'hui, on en reconnaît officiellement 75 toiles peintes en 70 jours, ce qui est absolument considérable. Mais Van Gogh, je ne devrais pas dire Van Gogh, mais Vincent, parce que lui-même s'appelle Vincent, et signe tous ses tableaux Vincent, avait donc l'habitude de rendre compte à son frère Théo des toiles qu'il faisait tous les jours. Ouais. Donc c'est dans sa correspondance. Et donc, dans sa correspondance avec son frère, qui est pas quotidienne, mais pratiquement, ils s'écrivent, ils se répondent pratiquement tous les jours, il y a 58 toiles qui sont évoquées pendant cette période. Dès qu'une toile avait une certaine taille, il l'évoque. Et c'est pour ça que, par exemple, le fameux 2e tableau du docteur Gachet n'a jamais été évoqué. Il parle du premier tableau, du portrait du docteur Gachet, qu'il a mis pratiquement 2 jours et demi pour le faire. Il ne dit pas « je fais le 2e tableau du docteur Gachet ». On y revient tout à l'heure. Et il y a plein de toiles, justement, par défaut, sur lesquelles porte une suspicion, parce qu'elles ne sont pas évoquées par Vincent dans sa correspondance avec Théo. Et on se demanderait alors à quel moment il a pu les faire, parce qu'on a
son emploi du temps, quasiment demi-journée par demi-journée, de façon ininterrompue, de son départ de Saint-Rémy jusqu'à sa mort. Et donc, alors on ne sait pas entre 58 et 75 toiles, mais c'est quand même considérable. Alors, effectivement, vous lisez donc cet article Vanity Fair. Je pense qu'à la fin de cet article, vu comme vous nous le racontez là, a priori, vous êtes convaincu. Et qui dit évidemment mystère, dit matière romanesque exceptionnelle. Alors, d'abord, le constat, et vous l'avez un peu évoqué, c'est que vous n'appelez jamais Van Gogh dans le roman. Toujours Vincent. Oui. C'est-à-dire que c'est l'homme plus que la légende qui vous intéressait dans ce livre. Effectivement, pas une seule fois dans le roman, je prononce, hormis la dernière page, quand il est mort, où il va rentrer dans la légende, où ça va être là. Il va être statuifié et on va l'appeler Van Gogh. Et vous allez voir l'homme derrière. En réalité, ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'histoire d'un type qui s'appelle Vincent. Et lorsqu'on lit sa correspondance, on se rend compte que c'est quelqu'un de très simple, très modeste, très humble. Très cultivé. Extrêmement cultivé, qui adore la lecture, qui lit énormément et qui fait d'ailleurs des analyses littéraires très pertinentes sur Dostoïevski, sur Shakespeare. Vraiment, très. C'est un graphomane, hein. Il a écrit combien de livres de lettres, pardon. Il a écrit, alors, on a à peu près, il y a 900 lettres avec son frère Théo, et il y en a avec sa mère, Gauguin, ses amis, ses parents. On a à peu près 1600 lettres de Van Gogh. Vous avez tout lu? Aujourd'hui, non, bien sûr que non, j'ai pas tout lu, j'ai pas eu le temps. Il y a à peu près 1600 lettres de Van Gogh répertoriées, et très curieusement, c'est un des nombreux mystères, il y a 300 lettres entre Van Gogh, entre Vincent et Théo, qui n'ont toujours pas été publiées par le Van Gogh Museum, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on sait qu'elles existent, elles sont nomenclaturées, mais le Van Gogh Museum ne les a toujours pas publiées. Et il y a notamment des lettres de la période de Saint-Rémy qui n'ont pas été publiées. Il y a pas mal de lettres, et donc on ne sait pas. Le Van Gogh Museum ne répond pas à la question pourquoi. Alors, c'est pas seulement finalement le mystère qui est autour de son suicide, c'est finalement plus le personnage. Est-ce que vous ressentez de lui dans ces lettres qui vous pousse à aller plus loin et à vous lancer dans le roman? C'est son courage, sa ténacité. Disons qu'il y a eu effectivement l'article de Naifeh et Smith, et puis un peu plus tard un autre article d'un expert en peinture qui s'appelle Benoît Landais, oui, qui est un des grands experts de Van Gogh, qui soutient, lui, que d'abord il faut s'en tenir aux 58 peintures qui sont répertoriées, et que toutes celles qui ne sont pas répertoriées, en général, sont fausses, et lorsqu'on les examine très attentivement, on a plus que des soupçons sur leur origine, même si ce sont de très belles toiles, parce qu'elles ont été faites par des artistes très très doués, des faussaires extrêmement doués, et donc Benoît Landais soutient que de très nombreux faux Van Gogh sont sortis de chez le docteur Gachet, tout au long de la fin de sa vie, docteur Gachet, mais surtout tout au long de la vie du fils Gachet, Paul Gachet, qui a vécu pendant 60 ans en vendant des Van Gogh au monde entier. Bien vécu, donc. Il a bien vécu. Il a vécu pendant 60 ans sans travailler. Alors, on va parler de sa sœur, Marguerite. J'ai regardé tout à l'heure sur Wikipédia, évidemment, comme on fait pour tous les personnages, j'ai tapé Marguerite Gachet et il n'y a rien sur elle. Il n'y a pas une page Wikipédia sur cette femme-là. Donc vous êtes parti de quoi pour écrire sur elle? C'est pratique parce qu'on ne sait rien d'elle. C'est pratique pour vous. Si on avait une bio, des dizaines d'articles sur le détail de sa vie, c'est plus compliqué. On connaît sa date de naissance, sa date de décès. Elle est morte à 83 ans, à Auvers. Vieille fille. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a pas eu d'enfant, elle a vécu toujours avec son frère Paul, qui est son cadet de 3 ans. Elle a refusé toutes les demandes d'interview qui lui ont été demandées, particulièrement pendant l'entre-deux-guerres. Plein de gens voulaient lui poser des questions, elle a toujours refusé, elle n'a jamais parlé.
On sait qu'elle a souvent été vue en train de déposer des fleurs sur la tombe de Van Gogh, de Vincent. Et c'est un des apports de Naifeh et Smith particulièrement. 3 témoins de cette époque rapportent une intrigue amoureuse entre Marguerite et Vincent. Et un de ces 3 témoins, qui est Émile Bernard, qui est un peintre nabiste de la mouvance de Gauguin, dit que ce n'était pas platonique. Mais il est très mauvaise langue d'une façon générale, donc on n'a pas de certitude. En tout cas, ni Van Gogh, ni Vincent, ni Marguerite Gachet n'ont jamais rien évoqué. Il y a juste une lettre de Vincent à Théo du 15 juin 1890. Théo doit venir déjeuner chez le docteur Gachet un dimanche, et Vincent lui écrit ce jour-là, tu vas rencontrer Marguerite Gachet, tu verras, c'est une jeune femme très sympathique, je suis sûr qu'elle va te plaire, et que Johanna, donc Johanna c'est l'épouse de Théo, et je suis sûr que Johanna va devenir amie avec elle et qu'elles pourront se voir. Ce qui est très très bizarre de cette réflexion pour quelqu'un avec lequel on doit juste faire un déjeuner, si on n'est pas appelé à se revoir. Vincent a peint Marguerite de façon certaine à 2 reprises, puisque son nom est dans l'intitulé du tableau, et très probablement à 2 autres reprises aussi, mais on ne sait pas, il n'y a pas de... Il y a une toile où elle joue du piano, c'est ça? Alors il y a une toile où on la voit dans le jardin de son père, du docteur Gachet, et une toile où elle joue du piano, où elle est debout, où elle est plutôt assise, elle joue du piano. Alors, une parenthèse d'abord pour l'exercice de l'écrivain, parce que c'est la première fois que vous attelez un personnage féminin écrit à la première personne, donc comment vous êtes mis dans la peau d'une femme, qui plus est une jeune femme de 19 ans. Ça, c'était ce qui vous plaisait aussi quand même dans ce livre-là. Oui, tout à fait, c'était un vieux fantasme personnel. Ah oui. Oui, parce que j'avais toujours écrit des romans à la première personne du masculin. Et donc j'avais envie d'essayer, parce que c'est pas spontané, c'est pas naturel. Et qui plus est avec une jeune fille qui a 18 ans en 1890, de la moyenne bourgeoisie, donc qui s'exprime d'une façon a priori plus classique et avec toutes les contraintes de son époque. Oui, ça m'intéressait de le faire. Et donc, en réalité, ce qui m'intéressait, je ne voulais pas écrire un roman historique. Je voulais raconter l'histoire d'une fille qui s'appelle Marguerite, qui rencontre un type qui s'appelle Vincent, en 1890, et leur histoire à tous les deux. Effectivement, on ne sait rien de Marguerite. Donc tout était permis. Donc je me suis intercalé dans les interstices de l'histoire. Alors c'est une jeune fille rebelle et qui veut se libérer donc de la tutelle paternelle, parce que l'époque est quand même assez... Enfin, je disais tout à l'heure, c'est une société patriarcale. Un père qui est extrêmement présent, très dur, qui veut lui imposer le mariage avec le fils du pharmacien. Enfin bon, ça vous donnait aussi de la matière, ce caractère très fort qu'elle avait. Elle n'était pas du tout une fille soumise comme à l'époque. C'est-à-dire que très, très vite, je me suis rendu compte que je connaissais très mal cette époque. Ah oui, comme beaucoup d'entre nous. Que je l'avais oublié, parce que cette période de la Troisième République est entre 2 périodes très fortes, entre la Commune, la guerre de 70 et la Première Guerre mondiale. Et là, c'est une période... je pense que si je posais la question dans cette salle, qui était le président de la République en 1890, peut-être seuls les professeurs d'histoire pourraient répondre à la question. Je ne me rappelle pas qui était le président du Conseil. Donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin, pour comprendre, faire vivre le personnage, de me replonger dans l'histoire de l'époque. Et donc je suis allé, j'ai décidé de prendre la presse de ces années-là, et surtout le journal que lisait Vincent Van Gogh, qui est un journal qui s'appelle La Lanterne, qui est un journal de la mouvance radicale socialiste. Alors on ne peut pas dire droite-gauche, parce que ces notions à l'époque n'ont pas de sens, mais pour donner un éclairage sur La Lanterne, c'est un journal qui
dont la datation se fait en pluviose, ventose. C'est-à-dire qu'il ne dit pas janvier-février, c'est 8 ventoses. Et donc, c'est le 100e anniversaire de la Révolution. Donc, il porte toujours l'idéal républicain, très fortement. C'est un journal qui est... Alors, à l'époque, la France est complètement traversée par pas une guerre de religion, mais pratiquement entre l'Église catholique et ceux qui prônent la séparation de l'Église et de l'État, qui aboutira en 1905 à cette loi. Mais toute cette période est violemment agitée par ces soubresauts, et la Lanterne est profondément anticléricale. Donc c'est le journal que lit Vincent. Il est anticlérical, mais il est aussi, comme tous les journaux de l'époque, profondément colonialiste, totalement misogyne. Et donc c'est intéressant de... Alors si on n'a pas besoin du contexte pour comprendre la peinture de Van Gogh, qui est complètement intemporelle, elle se suffit à elle-même. Pour comprendre Marguerite, pour oui. comprendre Vincent et Marguerite et l'époque dans laquelle ils vivaient, ce qu'ils ressentaient, ce contexte m'a paru important, et c'est pour ça que j'ai mis ces intercalaires des extraits d'articles de courts articles de presse pour que le lecteur puisse se resituer l'histoire dans l'époque. Juste une parenthèse, parce qu'il y a quelques articles qui m'ont bien plu, effectivement, d'extrait de la Lanterne. Alors, il y a cet article, vous allez voir que ça ne date pas d'aujourd'hui, les discussions sur ce sujet. Alors, on est le 24 juillet 1890. Il est probable que l'institution du baccalauréat, que les 3/4 des lauréats doivent avoir la chance, et le reste à leur travail, va disparaître. C'est le ministre qui propose sa suppression. Vous voyez, c'est pas nouveau. Hein. Mais comme il faut néanmoins une sanction aux études scolaires, les élèves passeraient un examen à peu près semblable. En 1890, 6765 bacheliers sont reçus en France, dont 93 jeunes femmes. Les droits d'inscription s'élèvent à 120 francs. Les rares lycées de jeunes filles ne préparent pas au baccalauréat. Seules les plus persévérantes, entre guillemets, et fortunées, peuvent se présenter en candidates individuelles. Cette situation durera jusqu'en 1924. En 1887, se souvient Jeanne Crouzet-Benaben, aux épreuves écrites sur une centaine de candidats, on remarquait 2 robes. Encore la seconde était-elle une soutane? Bien, effectivement, anticlérical. Ah oui, il y avait cet autre article aussi qui... Alors, moi, j'ai appris effectivement ça à cette occasion, à propos de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si c'est extrait de la Lanterne, je pense. Hein, si. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs, passionnés de la beauté intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire française menacée contre l'érection en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, Émile Zola, Gounod, Charles Garnier figurent parmi les 300 artistes signataires de cette pétition. D'autres comme Gauguin, Verlaine, Les Goncourt, Alphonse Allais et bien d'autres dénigrent la tour. C'est incroyable quand on dit ça. Oui, mais elle est rentrée dans notre ADN aujourd'hui. On y est habitué. Oui, mais en 1890, c'était... C'est une verrue. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été construite avec l'idée de la supprimer après la fin de l'exposition de 1889, qui marquait donc le 100e anniversaire de la Révolution. Et c'est pour ça qu'il y a 1789 marches dans la Tour Eiffel. Mais quand il a été question de la... Elle était très très mal reçue. Et quand il a été question de la... Et si on ne l'a pas détruite, c'est parce que ça coûtait très très cher en réalité de la démonter et qu'il n'y avait pas d'argent pour ça, il n'y avait pas de budget. Et il y avait une opposition frénétique et elle est restée en ruine très très longtemps. Et elle servait exclusivement de station météo et d'antenne radio. Elle ne se visitait pas. Alors, la situation des femmes, effectivement, pas très simple à cette époque. En gros, elles doivent être femmes au foyer, point barre. Pour celles qui veulent peindre, parce que Marguerite a cette envie aussi de peindre, elles sont cantonnées dans les expositions, des expositions de bas étage, on va dire, quasiment. D'abord, oui, on est dans une société qui est incroyablement misogyne, mais dans laquelle les femmes n'ont aucun droit. Par exemple, pour aucune femme,
aucune étude n'est possible pour les femmes, et d'ailleurs ça servira à rien parce qu'aucune profession ne leur est ouverte. Donc elles ne peuvent pas être médecins, pas journalistes, pas professeurs. On vient juste d'ouvrir la faculté de médecine en 1887, la faculté des sciences en 1885. Et donc ça va être un lent travail de conquête qui n'est probablement pas encore achevé. Et l'école des beaux-arts est interdite aux femmes, elle sera ouverte uniquement en 1905. Et donc, par exemple, l'activité artistique de l'époque est dominée par les grands salons de peinture. Et le plus grand a lieu à Paris, au Grand Palais. Et les femmes ne sont autorisées à présenter des tableaux que dans 2 sections, qui sont les bouquets de fleurs et les portraits d'enfants. Tout est dit. Uniquement. Tout est dit. Donc, elles ne peuvent absolument pas présenter de tableaux dans les sections les plus prestigieuses, qui sont la section mythologie et histoire. Donc, c'est interdit. Elles n'ont absolument pas le droit de présenter leurs œuvres. Et d'ailleurs, à l'exception de Berthe Morisot, pratiquement, il n'y a pas de femmes connues pour ses œuvres. Alors, on revient à Marguerite, effectivement, et selon vous, enfin, c'est vous qui écrivez sa vie dans ce livre, elle tombe amoureuse de Vincent parce qu'il réussit là où elle échoue, c'est-à-dire dans la peinture. Est-ce que c'est son principal coup de cœur, il est là, selon vous? C'est l'homme en lui-même. Disons que je me suis posé la question, nous sommes un peu habitués depuis toute notre vie à cette peinture impressionniste et à toutes celles qui ont suivi... et on y est complètement familiarisé. Notre œil est habitué à ces tableaux et on les admire. En 1890, tous les impressionnistes sont décriés encore. La première exposition impressionniste en 1876, et depuis, la presse majoritairement agonie d'injures et de mépris tous les artistes impressionnistes qui ne vivent pas de leur peinture, enfin en vivent très très mal. La plupart vivent dans une pauvreté noire, ne gagnent pas du tout d'argent, ne vendent pas leurs toiles. Et donc je me suis posé la question, quel effet ça pouvait ressentir quelqu'un qui voyait une toile de Vincent pour la première fois. Surtout une toile de cette période d'Auvers, qui est la plus aboutie. Van Gogh est à l'apogée de son talent et de sa carrière. Et ça devait certainement être un choc pour quelqu'un qui était habitué soit à la peinture académique, soit la grande révolution, enfin le summum de l'art à l'époque, c'est Corot, c'est Daubigny. Donc c'est une peinture qui commence à peine à émerger de l'académisme. Et donc Vincent, c'est pas du tout l'impressionnisme, c'est complètement autre chose. Et donc j'ai essayé d'imaginer le choc que pouvait représenter pour cette jeune femme que la peinture attire, intéresse, d'être confrontée à un des 2 ou 3 plus grands peintres de son temps. Faut-il y être sensible en même temps? Et y être sensible. Si elle n'y est pas sensible, bon, l'histoire s'arrête. Mais comme on savait qu'il y a eu quelque chose entre eux, il est probable qu'elle a aussi regardé cette peinture. Vous décrivez ça d'ailleurs très bien. Je suis à 4 mètres de lui quand la foudre me frappe. C'est la première fois qu'elle voit une toile de Van Gogh. Ou une gifle monumentale, ou un tremblement de terre qui m'engloutirait. Quel mot existe-t-il pour exprimer le choc que j'éprouve en voyant pour la première fois un tableau de Vincent? Je reste interdite, muette, pétrifiée, comme si on venait d'ouvrir l'Arche d'Alliance et que je venais d'avoir la révélation de découvrir ce qui m'avait été caché depuis toujours. Je suis passé 1000 fois devant ce paysage qui était pour moi semblable à 1000 autres vallons paisibles, mais ce que je vois n'est ni banal ni paisible. Ce sont les blés et les arbres qui vibrent comme s'ils étaient vivants et passionnés de vivre, avec le vent qui les bouleverse, le jaune qui s'agite de partout et le vert qui tremble. Jolie phrase. C'est ça la gifle. Ça vous a fait cet effet-là aussi quand vous avez vu un Van Gogh?
Je me suis demandé, parce qu'en réalité, tout le roman est raconté de son point de vue à elle. Oui. Donc c'est Marguerite qui raconte sa vie. C'est une vieille femme qui sent que la fin de sa vie approchait et qui veut raconter son histoire, sa rencontre avec Vincent. Et en plus, elle a vu naître le mythe. Parce qu'en 1890, à la mort de Van Gogh, personne n'a fait attention à sa mort. C'est un pauvre peintre hollandais qu'on a intérêt à la va-vite. Il va falloir attendre encore 15 ans pour que des collectionneurs commencent à s'intéresser à la peinture de Van Gogh. Et encore 15 ans, c'est-à-dire le mythe va naître après la Première Guerre mondiale. Donc c'est bien de l'artiste qu'elle tombe amoureuse. Et elle va tomber amoureuse, je présume, parce qu'elle ne nous l'a pas dit, donc des deux. Ouais. Alors, si elle rencontre Van Gogh, c'est évidemment parce que son père est un proche des impressionnistes, en tout cas c'est ce qu'on dit, le docteur Gachet. C'est un homéopathe à l'époque, ce qui est assez rare. Mais oui. Quand Vincent arrive à lui pour se faire soigner, il n'y a pas vraiment de consultation. Alors, au départ, Vincent est très proche de Pissarro. Pissarro, oui. Mais Pissarro est dans une misère noire. Il vend aucun tableau et il est rejeté. Et il ne survit que parce qu'il a un potager, pratiquement. Il vend aucune toile et Théo est son marchand. Et quand Vincent est à Saint-Rémy, il écrit à Pissarro. Il y a des correspondances très intéressantes en plus, en lui disant « J'aimerais bien venir chez vous ». Il habite à côté, à Pontoise, qu'on travaille ensemble. Et Pissarro serait tout à fait d'accord pour accueillir Vincent, mais c'est la femme de Pissarro qui refuse. Parce que d'abord, ils sont très pauvres et qu'elle ne veut pas d'une bouche en plus. Et ensuite, parce qu'elle a un très mauvais souvenir de la vie menée par Van Gogh avec Pissarro et ce groupe dans les années qui ont précédé. Donc c'est dans 1883-84 à peu près. Parce qu'ils passaient leur temps à se bourrer à l'absinthe. Et donc elle ne veut surtout pas que recommence cette comédie qui soit d'une si mauvaise fréquentation. Et donc elle refuse. Et donc Pissarro dit à Théo, ben non, je peux pas accueillir Vincent. Théo, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on trouve un médecin. Et Pissarro lui dit, mais je connais un très bon médecin, le docteur Gachet. On ne le paye pas, le docteur Gachet. Ah bon? Et on lui donne des toiles en échange. Moi, il m'a soigné, il a soigné ma femme, mes enfants, et j'ai jamais payé le docteur Gachet. Et le docteur Gachet, on le paye, c'est un échange marchandise. Il échange ses consultations contre des toiles. Et si Théo va voir le docteur Gachet, c'est parce que c'est un aliéniste, il ne s'y connaît pas du tout en psychiatrie. À l'époque, Freud est encore à l'université de Vienne, c'est un étudiant, donc il n'a rien inventé. Et si on va voir le docteur Gachet, c'est uniquement parce qu'on ne le paye pas. Il faut rappeler que la sécurité sociale n'a pas encore été inventée, qu'il faut payer l'apothicaire. Il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique. L'apothicaire fabrique la potion et le médicament dans l'arrière-boutique et le vend à un prix qu'il fixe lui-même en fonction de la tête du client. Et donc, Théo, qui vient d'avoir un enfant, qui ne veut pas non plus jeter son argent par la fenêtre, dit c'est formidable, le docteur Gachet. Et en réalité, le docteur Gachet, j'en ai fait un portrait. Alors on me dit que c'est un portrait noir, mais non, c'est pas un portrait noir. Le docteur Gachet, c'est une sorte de bobo avant l'heure. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime vraiment les artistes, qui aime vraiment la peinture, qui aime en plus la peinture d'avant-garde. Et il va soigner plein de gens, Cézanne, Renoir, Toulouse-Lautrec, Pissarro, etc., gratuitement, en échange de tableaux. Aujourd'hui, la carte vitale, elle ne passerait pas contre le prix des toiles. Donc, mais à l'époque, ça vaut rien.
Il a soigné la maîtresse de Renoir qui avait la tuberculose. Et Renoir était très attaché à sa maîtresse. Il lui a donné 8 toiles en échange, mais une toile de Renoir à cette époque, ça vaut 100 francs. Et à 100 francs, c'est grosso modo 400 € aujourd'hui, personne n'en veut. Personne. Il les propose à tout le monde, personne n'achète une toile à Renoir à 100 francs. Personne n'achète une toile à Gauguin, à Pissarro, à 100 francs, personne n'en veut. Donc, il n'y a que le docteur Gachet. Et si on va voir le docteur Gachet, s'ils vont tous voir le docteur Gachet, c'est parce que c'est un bon médecin, il est homéopathe. C'est uniquement parce qu'il ne le paye pas. Donc il va accumuler comme ça au cours de sa vie une collection de toiles considérable, presque 500 toiles. Mais sur ces 500 toiles, il y en a 450 qui seront jetées à sa mort dans une poubelle. Des Renoirs notamment? Non, pas du tout, des croûtes. Non, des croûtes. Des croûtes, parce que tous les peintres les plus mauvais viennent le voir aussi. Et il ne fait pas de distinction entre les artistes. Il prend les toiles de tout le monde. Il aime les artistes. Bon. Et donc, il se trouve que dans tous les peintres qui viennent le voir, ben oui, il y a Cézanne, il y a Renoir, il y a Pissarro, Van Gogh, Seurat, etc. Mais il ne soigne pas vraiment Van Gogh, en fait. Alors, il n'a jamais soigné Van Gogh. Ouais. D'abord parce que Dr Gachet consulte à Paris. Il a son cabinet rue du Faubourg-Poissonnière. Et Auvers, c'est sa maison de campagne. Il y va à la fin de la semaine avec son fils qui est à l'époque lycéen au lycée Condorcet, enfin qui est pensionnaire au lycée Condorcet. Et donc, 4 ou 5 jours par semaine, il consulte à Paris. Quand Van Gogh arrive le 18 mai 1890 de Saint-Rémy, il ne supporte pas du tout la vie à Paris. Il y a trop de bruit, trop de monde, il est un peu étourdi, et il va à Auvers, où le docteur Gachet ne l'attend pas du tout. Mais il est là, il le reçoit, et jamais le docteur Gachet n'a soigné Van Gogh. Jamais, pas une fois. Il lui a simplement dit « Travaillez, ça ira mieux ». Mais quel conseil! C'est la méthode Coué, avant l'heure. Ça fera une toile. Et une toile, donc il a eu sa première toile de Van Gogh, et ça convenait très bien à Van Gogh, parce qu'en réalité, il n'était pas du tout malade. D'où l'explication peut-être du nombre de toiles qu'il a peint à Auvers. Alors, c'est ça, ce rythme dans lequel il va rentrer. Moi, je pense qu'il n'était pas tellement... Il n'était pas tellement malade à cette époque. Si on imagine la force physique qu'il fallait pour peindre autant de toiles en aussi peu de temps, et quelle toile! Donc, le docteur Gachet le reçoit, lui indique une auberge, et après, il repart dans la semaine à Paris, et Vincent reste seul à Auvers avec Marguerite, quoi. Donc c'est le début de l'intrigue entre eux. Alors, on ne va pas tout raconter évidemment, mais elle dit à un moment donné, Marguerite, parce que pour Vincent Van Gogh, finalement, il n'y a pas d'autre amour possible et vrai en tout cas que celui de la peinture. Elle dit même à un moment donné, face à un champ de blé, un toit de chaume ou une meule de foin, je ne pesais rien. C'est incroyable. Oui, parce qu'il ne cherche pas du tout. On a plusieurs lettres de Vincent à Théo où il lui dit « Je ne veux absolument pas d'une femme. Oui, il a l'exemple de ses copains. Je ne veux absolument pas me marier, je veux pas... » Il voit très bien les problèmes épouvantables que connaît Pissarro à 5 enfants, 4 ou 5 enfants. Il connaît, et pour cause, les problèmes que rencontre Gauguin, qui lui a 5 enfants, qui va complètement abandonner à sa femme au Danemark, et tous les autres, Renoir, etc., ont les plus grandes difficultés financières. Et Vincent a conscience qu'il arrive à s'en sortir avec la modeste pension que lui donne Théo, parce qu'il n'a pas de charge. Il n'a que lui à prendre en charge. Et il dit, dans une lettre, il est dit, si je me mariais, il faudrait une maison, il faudrait nourrir les enfants, et je ne pourrais pas, je ne vends rien. Il a conscience qu'il ne vend aucun tableau.
Et d'ailleurs, en cela, ce n'est pas un artiste maudit. Ils sont tous maudits. Parce qu'à un moment, on a par exemple une lettre de Gauguin à Van Gogh où il lui dit « mais il veut s'en aller à Madagascar pour créer une sorte de phalanstère à l'époque. » Et Gauguin lui écrit « mais je donnerais bien toutes mes toiles à 100 francs pièce pour financer mon voyage. Mais même à 100 francs pièce, personne n'achète une toile de Gauguin. » Donc ils sont tous maudits, ils vendent rien. Les seuls qui vendent sont Degas et Monet, un petit peu, ou ceux qui ont un peu de biens s'en sortent, mais les autres, en 1890 en tout cas, ont les pires difficultés. Alors, ce qui est remarquable évidemment, c'est que vous êtes mis dans les yeux et dans la bouche de Marguerite, et il y a surtout, moi, je trouve cette scène magnifique où effectivement elle voit pour la première fois Vincent Van Gogh, Vincent en tout cas, qui peint. Je voudrais que vous nous lisiez, si vous voulez bien, ce passage à partir donc d'ici jusque là. Vous fermez les yeux et vous imaginez Van Gogh peint par Jean-Michel Ganassien. J'aperçois un point lumineux qui avance sur le chemin d'Auvers. C'est lui qui chemine sans se presser, indifférent à la morsure du soleil. Vêtu de sa veste bleue, d'une chemise blanche, d'un pantalon noir, protégé par son chapeau en feutre, il porte sur l'épaule un sac en tissu. De la main gauche, il tient un chevalet de campagne et sous le bras droit, une toile vierge. Il s'arrête en contrebas de la butte où je me trouve. Il contemple le champ, déplie son chevalet et l'installe en rebord du champ, cale les pieds et pose la toile dessus. De son sac, il sort des brosses, une palette, des tubes de couleurs. De là où je me trouve, je ne peux le voir préparer sa palette, ni voir ce qu'il commence à peindre. C'est à peine si je devine la toile qui se colore. Il peint collé à la toile, sans observer le champ, comme s'il avait tout mémorisé, ou qu'il savait déjà ce qu'il a l'intention de peindre. Quand il reprend de la peinture, il ne jette pas un regard à sa palette, en tout cas il ne bouge pas la tête. Je suis surprise de sa brusquerie. Il ne pose pas la peinture sur la toile avec délicatesse comme on le fait habituellement, mais avec nervosité, comme s'il avait un fouet au bout de la main et qu'il frappait le revêtement. Il semble pressé, ses gestes sont saccadés. Il reste là, en plein soleil, et il doit cuire. Je ne crois pas que son chapeau l'ombrage beaucoup, la chaleur ne semble pas l'incommoder. De temps à autre, machinalement, il s'essuie le front d'un revers de manche. Il prend du recul, parfois, pour examiner son œuvre, restant immobile, mais à aucun moment il ne considère le champ. Peut-être, après tout, qu'il peint autre chose qu'il a dans sa tête et pas ce qu'il a devant les yeux. Puis, il se lance à nouveau dans ce corps à corps, flagelle la toile de petits coups répétés. Je n'ai jamais vu personne peindre de cette façon. Il vient de relever son chapeau en s'essuyant le front, et de côté, il ne ressemble pas à un artiste, mais à un oiseau de proie qui s'occupe de sa victime. Bravo. C'est quand ça paraît le plus simple que c'est le plus difficile. Bravo. Comment vous faites pour vous mettre c'est à partir des lettres que vous avez lues de Van Gogh qui racontaient la manière dont il peignait, ou c'est en fonction des peintures que vous voyez que vous avez imaginé qu'il procédait comme ça? Non, c'est le ressenti que j'ai eu. Gauguin a pas mal raconté, parce qu'ils ont vécu quelques mois ensemble à Saint-Rémy, la façon un peu particulière qu'a Vincent de peindre. C'est les seuls témoignages que l'on ait de la façon dont Vincent peignait. Donc j'avais ça en tête. Après, une fois que j'écris, je laisse de côté toutes les archives, les sources. Je l'imagine ce que je l'imagine, donc je n'ai pas d'autres références que ce que j'ai en tête. Juste pour revenir au docteur Gachet, donc on a dit que c'était l'ami des impressionnistes, mais finalement c'est son fils Paul qui a beaucoup façonné cette image. Oui, c'est une histoire qui est intéressante parce que, alors le docteur Gachet, oui, ami des impressionnistes et pas seulement, parce qu'il a lui aussi une correspondance très importante. Et par exemple, c'est amusant de voir, il fréquente les cercles littéraires, il y en a pas mal en 1890, et par exemple, il dit Zola m'a dit, Maupassant m'a dit, Goncourt m'a dit.
En réalité, il les a croisés, il a écouté une conversation et il en parle comme s'il les connaissait, mais il les a jamais connus, il les a jamais fréquentés. Son plus grand moment de gloire est d'avoir dîné un soir avec Victor Hugo lors d'un banquet. Et donc il parle des gens comme s'il les avait fréquentés. Et donc son fils, alors Paul Gachet, c'est le fils, il a 3 ans de moins que Marguerite. Et en tout et pour tout, il a rencontré Vincent 3 fois. Et la 4e, il l'a vu sur son lit de mort. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il était pensionnaire au lycée Condorcet. Et donc à l'époque, on travaille le samedi aussi, donc on quitte le lycée le samedi soir. Et à l'époque, le lycée s'arrête à la veille du 14 juillet. Donc il n'a pu rencontrer, on a donc les dates où il a croisé Vincent que 3 fois. Il a écrit un livre sur les 70 jours de Vincent à Auvers, dont il en parle, comme s'il était un intime de Vincent, comme si Vincent était un ami à lui, qui se parlaient, qu'ils avaient eu de longs échanges. C'est complètement fantasmé. Et donc, c'est lui qui a fabriqué la légende du docteur Gachet, l'ami des impressionnistes. Et en vérité, c'est assez amusant, parce que c'est après la Première Guerre mondiale que cette légende est née, et elle doit beaucoup à André Breton, paradoxalement. André Breton, on le connaît comme étant le pape du surréalisme, et André Breton est poète, mais aucun poète n'a jamais vécu de sa plume, n'a jamais gagné d'argent avec, et les poètes doivent manger aussi. Et André Breton était, de son métier, marchand de tableaux. Et il faisait du négoce de livres d'art, de livres anciens. Et après la Première Guerre mondiale, la cote des impressionnistes a flambé. Et donc ces toiles qui ne valaient rien avant la Première Guerre mondiale, ou qui commençaient à prendre de la valeur à partir de 1905, après 1920, elles se sont complètement envolées. Elles atteignaient déjà des prix... Les Américains et les Russes. Les Américains et les Russes étaient passés à partir de 1905. Donc Shtukin, Morozov, Barnes, Frick, etc. ont fait des razzias, parce qu'aussi c'était des peintres qui ne coûtaient pas très cher par rapport à tous les autres à l'époque. Et donc André Breton, qui espère, qui a vu la collection du fils Gachet, espère que celui-ci va lui en donner un certain nombre à vendre, pour toucher une commission sur une vente. En réalité, il n'en vendra jamais, le fils Gachet ne lui donnera de tableaux à vendre, il les vend directement lui-même. Mais surtout, c'est André Breton qui va présenter au fils Gachet un jeune poète qui s'appelle Antonin Artaud, qui va écrire, qui va voir la première rétrospective de Van Gogh, qui va avoir une illumination sur cette peinture et qui va transposer sur Van Gogh ses propres fantasmes personnels d'artiste maudit, non reconnu, rejeté par la société. Et il va écrire donc Le Suicidé de la société, qui est un des plus beaux livres de la langue française, magnifique, et qui, appuyé par André Breton, adoubé par tous les impressionnistes qui tiennent alors, à partir des années 20 après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début des années 60, c'est eux qui tiennent la littérature française. La thèse d'Antonin Artaud, Van Gogh, artiste maudit, suicide de la société, va l'emporter sur toutes les autres. Et personne n'osera aller contre, puisque c'est la doxa officielle, qui est d'ailleurs soutenue par Breton, Sandrard et tous les autres peintres. Et donc, ça explique aussi que Van Gogh va avoir cette aura, parce qu'il va être aussi porté par tous les autres, par tout ce milieu littéraire. Cette légende, ouais. Et donc, il y a ce double malentendu sur le docteur Gachet, ami des impressionnistes. Il n'était pas... Oui, mais
quand on posait la question à Cézanne ou quand on posait la question à Renoir, c'était pas leur ami. C'était pas leur ami, c'était un médecin qui les a soignés épisodiquement et ils lui ont donné des toiles qui valaient rien en échange de ses services, mais bon, leur relation s'est arrêtée là. Alors les fausses toiles dont vous parlez et dont il est question encore aujourd'hui, ces fausses toiles, c'est Paul Gachet qui les a vendues, qui les a données en toute connaissance de cause. Ce qui est étonnant, c'est que Paul Gachet et sa sœur Marguerite ont fait en 1949 une fabuleuse donation au musée du Louvre. À l'époque, le musée d'Orsay n'existe pas encore. Et ils ont donné 53 toiles au musée du Louvre. Tout peintre confondu. Tout peintre confondu. Oui, enfin, il y a Cézanne, il y a Renoir, Gauguin, des toiles de Renoir, Cézanne, il y a 8 Cézanne, il y a 16 Van Gogh, des Renoirs, Pissarro, enfin, une collection faramineuse, d'autant qu'à l'époque, il n'y a pas de toiles impressionnistes dans les collections officielles, puisque personne ne voulait les acheter. Donc, et après, ça coûtait trop cher. Donc ça n'a pu être que des donations successives qui ont enrichi les collections nationales. Et ce qui est faramineux, c'est que à l'intérieur de cette donation, ils ont glissé des faux. Volontairement. Ben oui, c'est donc le fils Gachet et Marguerite ont donné des fausses toiles de Van Gogh et de Cézanne au musée du Louvre. Qui n'y a vu que du feu à l'époque. Elles les ont pris parce qu'elles étaient authentifiées par... Et c'était très très bien fait. Et en plus, elles étaient magnifiques, parce que la particularité des faussaires, c'est d'être aussi bons que les originaux, souvent, sinon ils ne seraient pas faussaires. Et que, effectivement, ce qui m'a beaucoup troublé, après avoir lu les livres de Benoît Landais, et quand j'allais voir ces toiles au musée d'Orsay, je savais qu'elles étaient fausses, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Le deuxième tableau du docteur Gachet, qui est toujours exposé au Louvre... On va voir le docteur Gachet, tiens, on l'a, je crois, la peinture. On va voir. Voilà. Donc, je crois que c'est la première toile, celle-là, c'est pas la seconde. Celle-là, c'est la toile qui est au Japon actuellement. C'est la fausse, ça ? C'est la vraie. C'est la vraie. C'est la vraie. Comment vous arrivez à voir le vrai du faux ? Parce qu'elle a les livres. Donc, celle avec les livres est la vraie. Puisqu'elle est... c'est pas un bon faussaire, alors, s'il n'a pas mis les livres. Elle est documentée par... Non, mais c'est une copie. Oui, une copie, oui. Il faut tenir le micro un peu plus haut, je pense. Voilà. Et donc, celle-là, c'est la vraie. Elle a été vendue, elle a été à une époque la toile la plus chère du monde. Et elle se trouve actuellement au Japon. Et donc, Vincent en parle dans 2 lettres à Théo, explique comment il est arrivé à cette composition. Ce qu'on voit à l'arrière-plan, les collines ont été faites à l'auberge Ravoux après coup. Et ce sont des toiles provençales en réalité. Ce sont des collines provençales. Et donc, jamais Vincent n'a évoqué une copie de cette toile. Il n'en a jamais parlé. Et en 1910, le docteur Gachet sort une deuxième toile et la montre à Johanna Bonger. Et il va bénéficier de l'imprimature de Johanna, l'épouse de Théo, qui va reconnaître ces toiles comme étant de la main de Vincent. Et oui, ces toiles sont fausses. Elles n'ont jamais été fabriquées par... Mais au musée d'Orsay, les toiles fausses n'y sont plus. Alors, un certain nombre... Alors, il y avait 3 faux Cézanne qu'on ne voit plus. Ils y étaient encore il y a 3 ans. Aujourd'hui, on ne les voit plus du tout. Il y a toujours 2 faux Cézanne. Il y a une vue d'une colline de Chaponval qui est un faux, d'après Benoît Landais, et le deuxième tableau du docteur Gachet qui est un faux aussi. Orsay les garde quand même. Elles sont toujours affichées. Maintenant, après la parution des livres de Benoît Landais, alors, ce qui est amusant, c'est que
le docteur Gachet a donné à Johanna Bonger des faux Van Gogh qui se sont retrouvés au Van Gogh Museum. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils s'entendaient extrêmement bien et ces toiles ont été depuis retirées par le Van Gogh Museum qui ne communique pas dessus. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que ce sont des faux, il ne les montre plus, il ne les prête plus, il ne les reproduit plus. Il n'y a plus de tout le commerce habituel. Vous sous-entendez quand même dans votre livre, on ne va pas tout révéler, que c'est un de vos personnages du livre qui aurait pu aussi faire quelques copies. C'est certainement quelqu'un qui était... Alors, les faux, on sait aujourd'hui, avec une relative précision, on arrive à les identifier, parce qu'on a des techniques qui n'existaient pas au début du XXe siècle pour ça. Surtout concernant les toiles de Van Gogh, par exemple, Vincent était quelqu'un qui n'avait pas d'argent du tout, qui comptait un sou est un sou. Et donc, il se fournissait chez un marchand de tableaux qui s'appelait le Père Tanguy, à Montmartre, et il prenait toujours les toiles les moins chères, il prenait toujours les peintures les moins chères, il prenait toujours ce qu'il y avait de moins cher, c'est normal, il n'avait pas d'argent. Ce qui fait que les toiles de Van Gogh sont de très mauvaise qualité et doivent faire l'objet de restauration parce qu'elles craquellent, parce qu'elles ont été roulées très rapidement alors qu'elles n'étaient pas bien séchées, etc. Et curieusement, toutes les toiles qui sont soupçonnées de faux, je dis soupçonnées parce que je ne suis pas expert, sont par contre des toiles qui sont sur des toiles de lin de très bonne qualité, avec des pigments de très bonne qualité, qui ne viennent pas de chez le Père Tanguy, qui ne les vendait pas. Et donc, voilà, c'est une des premières raisons qui fait soupçonner qu'un certain nombre de toiles n'étaient pas vraiment... Nous avons aussi une petite hypothèse dans le livre, on ne va pas la révéler, parce qu'on ne va pas révéler non plus, parce qu'on a parlé de l'hypothèse du suicide qui est remise en cause. Vous désignez un personnage dans le livre, on ne le dira pas non plus, il faut aussi laisser un certain suspense. Vous dites à la fin, elle dit, Marguerite, « Chaque jour de ma vie, je me suis interrogé, qu'y avait-il de si particulier dans ses yeux, ceux de Vincent, de si extraordinaire dans son regard, pour qu'il peigne de cette façon ?» Et c'est vrai que c'est assez prodigieux quand on regarde aujourd'hui. Alors, je vous ai demandé de choisir votre toile préférée de Vincent Van Gogh. Bon, sans surprise, vous avez choisi celle de la couverture du livre. On va la voir maintenant, c'est « Nuit étoilée ». Voilà. Pour quelle raison ? Parce que c'est... pour moi, c'est une toile qui annonce déjà l'abstraction. C'est une des premières toiles de Vincent. Et donc, beaucoup de critiques ont pensé que si Vincent avait vécu, il serait allé de plus en plus vers le dépouillement, vers l'absence de la figure, vers l'abstraction. Et on est en 1890. Là, on est en 1890. Donc, en 1888, cette toile, elle est exceptionnelle par la vie qu'il arrive à insuffler à l'intérieur. Elle est l'opposition entre le village qui dort et le tourbillon des étoiles, de la lune. C'est pas du tout réaliste. Et d'ailleurs, tous les gens de son époque se moquaient en disant mais c'est affreux, c'est pas du tout comme ça dans la réalité, c'est pas les vraies couleurs. Lui, malgré tout, continuait, et c'est ça qui est admirable chez lui, c'est sa persévérance, malgré les moqueries dont il était l'objet en permanence. Alors, je ne l'ai pas lu parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous conseille, là, c'est entre la page 130 et 134, il y a 4 pages où vous décrivez justement ce Vincent Van Gogh qui va peindre pendant une journée et demie ce portrait du docteur Gachet. C'est magnifique, ces 4 pages que vous avez écrites. Et moi, j'ai mis le tableau devant moi, et en même temps, je lisais vos lignes, et c'est prodigieux, parce qu'on voit le tableau évidemment complètement différemment dans sa composition. Je vous conseille, c'est admirable. Est-ce que vous avez des questions sur ce livre, sur Van Gogh, sur l'histoire, voilà. Puis on a une autre petite surprise après. Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui ont lu le livre aussi, peut-être. Oui, bonsoir. Monsieur, on va vous apporter un micro. Voilà, merci beaucoup.
Bonsoir et merci de poser votre question. Oui, bonsoir, Bonsoir, monsieur. à tout le monde. Je vais juste pas contester le suicide ou pas de Vincent Van Gogh, mais les hypothèses que vous formulez sur la poudre noire, ça peut se révéler tout à fait exact. Je vous ai simplement rappelé le contexte de la petite enfance de Vincent et de son évolution dans sa vie qui a été très courte. Juste rappeler pour que les gens puissent comprendre aussi que Vincent est le second enfant de la famille de son père et de sa mère, que son frère qui est mort-né s'appelait aussi Vincent, et que sa mère amenait Vincent le peintre tous les jours au cimetière. Hein? Donc il a été pour voir marqué. L'enfant mort-né. Pour aller sur la tombe de l'enfant mort-né, c'est ça? C'était un enfant mort-né, le premier enfant de la famille était un enfant mort-né. Elle l'emmenait sur la tombe, elle emmenait Vincent sur la tombe. Elle l'emmenait sur la tombe et il s'appelait aussi Vincent. Donc dès le départ, Vincent le peintre a porté ce deuil aussi dans sa vie de tous les jours. Et il faut savoir aussi que la famille, le père et la mère de Vincent, c'était un père qui ne communiquait pas du tout avec les enfants, que dans cette famille-là, Vincent le peintre a dû se débrouiller très rapidement pour vivre et qu'il a été orienté pour être aussi peut-être le pasteur, enfin avoir aussi ce rôle-là dans la famille. Et qu'il a fait des études sur la religion, enfin, il a été très mystique à un moment donné de sa jeune vie, et qui l'a influencé aussi, tout au long de sa vie, ça l'a influencé sur les questions qu'il s'est posées, et en effet, il a pris une autre orientation pour devenir peintre, mais ça l'a marqué aussi très longtemps, ce côté un peu mystique. Juste aussi pour... Ce que vous voulez dire, c'est qu'il est finalement il n'était pas si saint d'esprit que ça, c'est ça? Alors, aujourd'hui, on dirait quoi de Vincent Van Gogh? On s'est posé la question qu'il avait des crises d'épilepsie. Hein, c'était hypothèse. On dirait aujourd'hui que c'était un bipolaire. Il avait en effet, comme vous le dites, monsieur, ces derniers jours à Auvers-sur-Oise ont été très... c'était quelqu'un qui aimait la vie, apparemment. Mais les bipolaires sont un peu comme ça aussi. Ils ont des pics de bonne humeur et puis des pics aussi, ils sont complètement à la ramasse. Excusez-moi de l'expression. Alors, auparavant, il a été donc à Saint-Rémy, où il a été soigné aussi dans un hôpital psychiatrique, où il a fait de très belles toiles sur les iris. Donc, vous voyez que la fin de sa vie a peut-être été belle sur Auvers-sur-Oise, mais je veux dire, dans le déroulement de sa vie, sa petite enfance jusqu'à Auvers-sur-Oise, c'était un peu lourd. C'est un parcours qui a été très dur pour lui. Alors voilà, après c'est un contexte familial qui, à mon avis, a son importance et qui a déterminé la vie de Vincent. Et il faut savoir aussi que parmi ses 7 frères et sœurs, parce qu'il a eu 7 frères et sœurs, il y a eu des suicides, il y a eu de la déprime, enfin, voilà. C'est tout un contexte familial qui peut expliquer, en effet, sur le suicide ou pas de Vincent, mais moi j'ai bien entendu votre hypothèse sur la poudre et tout ça, mais bon. Vous semblez bien connaître la vie de Vincent Van Gogh. Vous avez lu cette biographie dont on parlait tout à l'heure? J'ai lu, j'ai pas autant approfondi autant que monsieur, mais je me suis penché à un moment donné sur une étude de la vie de Vincent pour expliquer un peu le système familial de la vie de Vincent. Voilà. Merci. Non, mais que Vincent vienne d'une famille où il y a eu des problèmes, c'est certain, mais lorsqu'il a 37 ans, c'est loin derrière lui. Et son père est mort depuis plus de 10 ans, il a fait son deuil de ça, il a échoué effectivement à devenir pasteur, il s'est orienté vers la peinture et ça le satisfait énormément. Il entretient une excellente relation avec sa mère et avec sa sœur cadette,
Qu'il ait eu des problèmes lorsqu'il était en Provence, à Saint-Rémy, c'est vrai. On sait que ces problèmes ont été accentués par son invraisemblable consommation d'alcool et d'absinthe, et que lorsqu'il a rencontré le docteur Ray à l'hospice de Saint-Rémy, celui-ci l'a vraiment sauvé en le sevrant. Et Vincent a très rapidement remonté la pente et a vraiment s'est rendu compte qu'il y avait une relation de cause à effet entre sa surconsommation d'alcool, d'absinthe, et ses crises. Donc il est effectivement probablement bipolaire, mais ce que vous disiez, effectivement, ces écrits de l'époque, en tout cas quelques mois avant sa mort, étaient extrêmement positifs. Si on s'en tient simplement, sans extrapoler sur ce qui s'est passé 37 ans auparavant, à sa vie dans les mois qui précèdent, et à ce que lui-même dit, et ce que ses proches en disent, lisez la correspondance tout simplement d'Auvert. Il n'est pas du tout dépressif, il n'est pas du tout déprimé à ce moment-là, et il est plein de projets. Donc, qu'il soit alcoolique, qu'il ait été alcoolique, ou qu'il soit bipolaire, qu'il puisse avoir des crises, en tout cas, il n'en a plus depuis plusieurs mois, à ce moment-là. Merci en tout cas, monsieur, pour votre question et votre intervention. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, je vous en prie. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais simplement 2 questions à vous poser. Est-ce que vous croyez vraiment qu'un peintre soit vraiment serein et heureux lorsque il peint un tableau comme Le Chant au corbeau, qui est un des derniers de Vincent van Gogh? Et l'autre question, croyez-vous qu'un peintre puisse être vraiment serein auprès d'une jeune femme lorsqu'on sait qu'il n'a vendu que les vignes rouges pendant toute sa vie? Non, mais d'abord, ce tableau a été peint 6 semaines auparavant, dès la première semaine de juin. Bon, il y a des corbeaux dans le paysage, on ne peut pas lire le tableau comme étant une prémonition de décès. Il a vendu une seule toile de son vivant, c'est vrai, mais comme je vous le disais tout à l'heure, Pissarro, qui a 23 ans de plus que lui, ne vend aucun tableau à cette époque, Renoir non plus, Gauguin non plus, qui a 8 ans de plus que lui. Donc, aucun des impressionnistes, Toulouse-Lautrec ne vend aucune toile. Si ce n'était pas sa famille qui le soutient financièrement, ils sont tous dans la plus grande débine financière. Donc, Van Gogh vient d'avoir un article dithyrambique d'un des plus grands critiques d'art dans le Mercure de France quelques mois auparavant qui attire l'attention sur lui. Pissarro lui rapporte que Claude Monet a vu 3 de ses toiles au Salon des Indépendants de 1889 et a vraiment s'est extasié devant la beauté de sa peinture, et ça a vraiment que Claude Monet lui reconnaisse ce talent a été un énorme bonheur pour lui. Je ne suis pas là pour dire qu'il vivait dans un monde idyllique où il y avait zéro problème, pas du tout. C'est pas ça, mais il y a par exemple un fait, moi, qui me semble très important au niveau du suicide, parce qu'effectivement, on ne sait pas. Il y a un doute. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à sa peinture. Admettons qu'il se suicide, il laisse pas de mot d'adieu à son frère avec lequel il a une relation fusionnelle. Admettons. Il n'écrit pas à sa mère, avec laquelle il s'entend, il a une grande affection, ni avec sa sœur cadette. Dans la poche de son pantalon, on va trouver une lettre, un brouillon de lettre à Théo, dans lequel il lui passe une commande de peinture, de produits. Vincent se serait, et je mets encore ça au conditionnel, suicidé, sans dire... Alors ça, donc on peut admettre qu'il se suicide sans laisser de mot d'adieu. Mais il se serait suicidé sans dire ce qu'il veut que deviennent ses toiles, ce qu'elles vont devenir après sa mort, alors que c'est son unique obsession. Lisez sa correspondance avec Théo, c'est quand même absolument
faramineux, sa correspondance avec Gauguin, avec sa mère, il ne parle, il ne pense que peinture, couleur, expression. C'est vraiment sa religion, sa foi. Et cet homme qui a cette passion qui l'habite, qui le dévore complètement, se suiciderait, alors qu'il a des toiles qui sont disséminées partout. Il y a une 50aine de toiles qui sont restées à Saint-Rémy, qui n'ont pas été rapatriées, parce que son déménagement ne l'a pas suivi. Il a 75 toiles qui attendent chez le père Tanguy à Montmartre, et Théo ne le sait pas forcément. Et après la mort de Vincent, Théo va devoir faire le tour de tout le monde pour récupérer ces toiles qui sont disséminées partout. Personnellement, je n'arrive pas à croire que Vincent, qui avait un attachement complet à ces toiles, et d'ailleurs, la meilleure preuve nous est même donnée par le fils Gachet, quand il parle de l'épisode de la dispute entre le père Gachet et Vincent à propos de toiles de Guillaumin qui traînent par terre et qui prennent la poussière. Il se serait suicidé sans dire que ce qu'il veut que deviennent ces toiles. J'ai du mal à le penser. Je pense qu'il aurait au moins dit je donne mes toiles je lègue mes toiles à mon frère, parce que Théo a dû faire le tour de toute la famille et leur faire signer des renonciations à succession. Et la sœur aînée, qui s'entendait très très mal avec Théo depuis la mort du père, dont elle a imputé une part de responsabilité à Théo, s'est fait payer par Théo pour renoncer à cet héritage qui valait rien, parce qu'évidemment, en juillet et en août 1890, les toiles de Vincent ne valent rien. En tout cas, vous avez, vous, l'intime conviction, visiblement, qu'il ne s'est pas suicidé. Non, c'est vrai que ce n'est qu'une conviction. Ouais. La thèse du suicide, pas plus que la thèse de l'accident. Vous nous conseillez de nous reporter au livre de Benoît Landais, c'est ça, éventuellement ? Alors, je pense que reportez-vous peut-être à la biographie de Naifeh Smith, qui, à mon avis, est remarquablement documentée sur la question. Contrairement, d'ailleurs, à tous les gens qui ont écrit, monsieur évoquait des livres sur Van Gogh, mais qui n'ont pas d'apport. Ce sont des gens qui font de la compilation en donnant leur avis certainement intéressant sur Vincent, mais qui n'a pas d'apport historiographique d'aucune sorte. Merci madame, en tout cas. Une autre question ? S'il n'y a pas d'autres questions, oui, je vous en prie. Monsieur, si, allez-y, juste là. Si vous pouvez relever la main, juste, voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Donc, s'il n'y a pas suicide, ça peut être ou un accident ou un meurtre. Mais s'il n'y a pas accident, si c'est un meurtre, je n'en vois pas non plus plus la cause que le suicide d'un peintre obsédé par sa peinture. Je n'ai pas le moment aujourd'hui, je pense, de rentrer dans des détails là-dessus, mais la partie sur l'accident, parce que c'est un accident, est excessivement documentée. C'est-à-dire il y a des sources qui sont d'ailleurs des sources qui sont connues depuis les années 30 et 40 et après la Première Guerre mondiale. Plusieurs personnes ont déjà écrit sur les sources en question en contestant la thèse du suicide. Donc c'est pas un meurtre, bien sûr, c'est un accident. Et donc c'est pas quelque chose qui est sorti comme ça du chapeau. Il y a véritablement des sources historiographiques à l'appui de cette thèse. Voilà, il faut attendre la page 280 et quelques pour savoir. Mais il faut lire le livre. On va terminer, alors vous savez, on l'a fait la dernière fois avec notre invitée précédente. Je demande aux invités de nous proposer leur coup de cœur culturel, récent ou pas d'ailleurs. Alors c'est un coup de cœur culturel, mais la chance c'est que Jean-Michel Guénassière a répondu sur les 3 coups de cœur littéraires, musicaux
et cinématographique. Donc vous allez découvrir les 3 coups de cœur de notre invité du jour. On va commencer avec le coup de cœur littéraire, si vous cherchez des idées de livres pour cette fin d'année. Et vous avez choisi le roman Le Fils du Feu de Guy Bollet aux éditions Grasset. Parlez-nous de ce personnage qui est un vrai personnage, Guy Bollet d'ailleurs. Alors oui, Guy Bollet, j'ai eu un coup de cœur. Je m'attendais pas, je savais pas du tout ce que j'allais lire. J'avais reçu ce livre au début de la sortie littéraire, et ça a été vraiment un choc. La langue utilisée par Guy Bollet est absolument exceptionnelle, hors du commun, d'une force, d'une puissance narrative. C'est l'histoire d'un enfant qui raconte sa vie entre son père forgeron, sa mère, des histoires très dures, mais qui sont racontées avec une langue qui est absolument somptueuse. Voilà, ça a été vraiment le... Et je regrette que ce livre, qui aurait dû avoir quelque chose dans cette rentrée littéraire, soit passé un peu inaperçu, malheureusement. Bien. Allez, tiens, je vais inverser l'ordre. On va écouter de la musique maintenant, je le dis pour la régie. Alors, c'est un choix assez étonnant. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'un album qui est sorti tout récemment, qui s'appelle Hamburg Demonstration, c'est ça, d'un rocker que vous connaissez peut-être, qui est auteur, compositeur, interprète, un anglais, qui s'appelle Pete Doherty. Vous connaissez Pete Doherty? Qui connaît Pete Doherty? Levez la main. Oui, quand même, très bien. On écoute Pete Doherty et ensuite Jean-Michel Ganassia nous explique ce choix. I don't love anyone, you're not just anyone, you're not just anyone to me. I don't love anyone, you're not just anyone, you're not just anyone to me. Anything must be everything. You drop an eyelash, you finger from the wish. You live this way, I never leave. Yes, I will. It seems so cold. I don't love anyone. You're not just. Voilà, c'est le refrain. I don't love anyone. Alors, choix étonnant, évidemment, forcément. Pourquoi enfin, étonnant non, mais j'imaginais pas que vous n'écoutiez pas Pete Doherty. Bah, écoutez, j'écoute beaucoup de pop, de pop britannique qui est très riche. Donc, c'est un album qui est d'une grande originalité. Donc, j'écoute en écrivant. Ah oui enfin, j'écoute pas d'ailleurs. Je ne sais pas, c'est une sorte de bruit de fond. Puis de temps en temps, j'écoute. Donc, il y a eu des périodes où j'écoutais plus des fois de musique classique, mais depuis quelques temps, non, j'ai laissé tomber complètement. Rock anglais, donc, plutôt. Et puis un film, pour terminer, film qui avait été sélectionné dans la catégorie Un certain regard à Cannes, Le disciple de Kirill Serebrennikov. On en regarde la bande-annonce, et puis vous allez nous expliquer ensuite. Я все, что угодно готов сделать ради Господа. Даже погибнуть. А ты? У этого парня серьезные проблемы. Ой, кажется, дома кому-то та-та будет. Вы от мира сего, а я не от всего мира. Ну, естественно, мальчик растерян, мальчик испуган. Я был нормальный, трудный подросток. А теперь он, знаете, сдурел. Он вообще не здоровается. Бог будет судить тебя, мамочка. Давайте сейчас все успокоимся. Бесы в тебе сидят, Феня. Я просто должна его понять, вот и все. Она с самого начала была против меня и моего христианства. Он просто провоцирует. Вы совершенно не знаете, что это за человек. Потому я объявляю войну безнравственности, ибо Господь говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней. Ты достала меня уже! А ты подставь другую щеку, я и по ней ударю. Заткнись, тварь! Он вообще считает, что скоро конец света. Не мир пришел я принести, но меч. Я все, что угодно готов сделать ради Господа. А ты? Voilà, c'est la remise en cause de l'enseignement qu'il a reçu par ce jeune homme qui se met à lire la Bible, hein, c'est ça? Oui, c'est un film stupéfiant par sa qualité narrative, par sa mise en scène. J'avais pas vu un film aussi puissant depuis des années.
Et en plus, par son actualité, c'est-à-dire qu'effectivement, il parle d'un adolescent, un fou de Dieu, qui rapporte tout à la religion. Et évidemment, c'est un sujet qui est complètement d'actualité. Lui parle surtout fait une transposition hyper intégriste de la Bible, donc de la religion orthodoxe, parce que c'est un russe, pourrit la vie de son entourage et ne fait aucune concession. Et cette absence de concession, cet intégrisme religieux a une résonance actuelle incroyable, bien sûr, puisqu'elle est très proche de nous. Donc c'est un film d'une qualité artistique incroyable. Alors je ne sais pas si au Mans il passera ou pas, mais si là vous avez l'occasion, allez voir ce film, c'est un vrai choc. C'est pas du tout un film violent, c'est une violence psychologique, mais d'une incroyable intensité. Merci beaucoup. Le Fils du Feu de Guy Bollet chez Grasset, le disciple de Kirill Serebrennikov, et puis donc le dernier album de Pete Doherty. Merci beaucoup de vous être prêté à ma demande. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Jean-Michel Ganassia. Lisez, offrez la valse des arbres et du ciel, offrez-le aussi, c'est le moment. Vous allez dédicacer dans un instant ce livre et puis bien sûr les précédents, notamment le club. Je vous souhaite une belle fête de fin d'année. Merci. Belle fête de fin d'année à vous et rendez-vous l'année prochaine. Merci.